L'œil de l'expert ce matin, c'est Jean Guinel. Bonjour Jean Guinel. Merci d'être avec nous. Vous avez publié il y a quelque temps Histoire secrète de la DGSE au cœur du véritable bureau des légendes. C'est paru chez Robert Laffont. C'était intéressant de vous avoir ce matin. De toute façon, c'est toujours intéressant de vous entendre. Vous êtes journaliste, l'un des meilleurs spécialistes peut-être de l'espionnage français, du renseignement. Donc vous avez publié ce livre absolument passionnant sur l'histoire secrète de la DGSE, cette DGSE qui a changé, ces services secrets qui ont changé à partir de 2008. Vous revenez, et c'est vraiment, j'encourage tous nos auditeurs à aller lire ce livre parce que vous expliquez en quoi la série Le Bureau des légendes a changé peut-être la vision qu'on pouvait avoir sur ces services secrets, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, de OSS 117 à James Bond, en passant par des choses plus farfelues. Là, c'était pour la première fois, on voyait le travail réel de ces services secrets. Et ce matin, c'était éventuellement pour évoquer avec vous le 13 novembre et la façon dont fonctionnent ces services secrets. Est-ce que, alors c'est toujours facile de refaire l'histoire après, mais est-ce qu'il y a eu une faille clairement le 13 novembre ? Il n'y a aucune discussion possible sur le fait que la réalisation des attentats est un échec des services, de la communauté du renseignement en général, et notamment des deux services qui sont en première ligne pour prévenir les attentats sur le sol français, qui sont la DGSI qui traite sécurité intérieure, l'intérieur du territoire, et la DGSE qui cherche à trouver des informations, à démonter les réseaux à l'extérieur du territoire. Et les patrons, à l'époque, des deux services, qui étaient Patrick Calvat et Bachelet, reconnus de manière très honnête, ils ne se sont pas défaussés, ils sont allés à l'Assemblée nationale et ils ont dit tous les deux, oui, c'est un échec. Oui, c'est un échec. Et qu'est-ce qui a péché ? Où est-ce qu'il y a eu un échec ? Bien, l'échec, il est assez simple à comprendre. L'échec, c'est que les attentats se sont produits. C'est-à-dire que les terroristes ont fonctionné de manière moderne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont su, comme on dit, passer sous les radars, ne pas communiquer, ne pas se faire repérer, mener des vies complètement banales et discrètes, pas d'ostentation, et puis acquérir des armes, ça c'est extrêmement simple, et la volonté de conduire les opérations terroristes et criminels, ils l'ont eu, voilà, et les services n'ont pas su déterminer que ces attaques allaient se produire, tout en sachant qu'elles étaient possibles. C'est-à-dire, ils savaient que ça pendait au nez d'un pays comme la France. La France ne pouvait pas rester à l'écart de ce terrorisme de masse qui avait frappé l'Espagne, la Grande-Bretagne et énormément de pays dans le monde. C'est-à-dire, ouais. La France, c'est pas un cas unique, et les États-Unis, bien sûr. La France n'est pas un cas unique. Elle a été frappée par des gens qui savaient ce qu'ils voulaient, qui savaient ce qu'ils faisaient, qui ont très bien préparé leurs crimes. Et voilà, les services ne les ont pas vus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas mis de moyens, ça ne veut pas dire qu'ils ne cherchaient pas, mais ils n'ont pas vu passer cela. Ce qui était le cas aussi des États-Unis, avec le 11 septembre. Vous racontez comment dans ce livre, vous racontez comment justement les services secrets se sont transformés en 2008 et la manière de fonctionner est très très différente depuis quelques années, et en particulier avec tout ce qui concerne la cybertechnologie qui est au moyen qui sert beaucoup les terroristes. La grande réforme qui a été introduite en 2008 est une réforme qui a été voulue par Nicolas Sarkozy, qui avait été préparée bien des années plus tôt pour que ce soit mis en œuvre par Jacques Chirac, mais pour une présidence hypothétique d'Édouard Balladur, et puis en fait, ça n'a pas été fait. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a fait cette réforme importante, qui a consisté à rapprocher, d'abord à créer un poste de coordonnateur du renseignement, qui s'appelle maintenant coordonnateur du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, à l'Élysée, auprès de lui, à 3 mètres de son bureau,
en lui donnant non pas des moyens financiers, parce que ce n'est pas le sujet, mais des moyens humains importants, pour que les services puissent enfin parler ensemble, préparer l'avenir, coordonner le travail de recherche et d'enquête. Et ça, c'était vraiment une réforme très importante. C'est une réforme de politique et d'organisation qui a été doublée de plusieurs caractéristiques importantes. D'abord, une augmentation extraordinaire des moyens financiers, et puis des modes d'action différents, notamment ce que vous évoquiez, des modes d'action techniques, c'est-à-dire que c'est encore Nicolas Sarkozy qui a dit publiquement et de manière ostentatoire que la France se lançait dans les opérations, dans les cyberopérations offensives, chose qui est ce qu'on appelle la lutte informatique active, chose qui était jusqu'avant non pas interdit en France, mais en tout cas très peu pratiqué et pas du tout revendiqué. Et dans la foulée de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont poursuivi, et aujourd'hui, le système fonctionne plutôt pas mal d'après ceux qui le pratiquent. Ouais. Comment on enquête sur la DGSE? Alors vous êtes un journaliste, je l'ai dit, chevronné, et vous avez beaucoup de réseaux, mais c'est pas facile d'enquêter sur les services secrets. Non, c'est pas facile, mais j'ai envie de dire que ce sont les règles classiques du journalisme dans toutes les catégories. C'est-à-dire, d'abord, c'est la constance. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets-là, depuis que Libération m'a confié ce dossier en 1985, et j'ai jamais arrêté depuis. Donc, on établit des relations de confiance avec des gens, on ne ment pas. On ne vole pas les informations, on ne les achète pas, on établit des contacts, et puis on est en mesure, il faut être en mesure de pouvoir parler avec des personnes qui acceptent que leur nom ne soit jamais cité ou qu'ils demandent, et puis qui acceptent aussi de parler en confiance pour que le journaliste puisse comprendre ce qui se passe, même s'il met du temps avant de publier l'information pour préserver ses sources. Pour ce qui me concerne, il est arrivé que je passe plus de 10 ans entre le recueil d'une information et son traitement dans le journal ou dans un livre. Alors on a un auditeur, Stéphane, tu nous dis quelle est la période la plus efficace? Le SAC, le SDEC, la DGSE, la DGSI. Bon, DGSE, DGSI sont deux. Vous avez évoqué la différence. Est-ce qu'il y a eu des périodes où les services de renseignement étaient plus efficaces? On a eu le sentiment qu'il y avait eu quand même une petite déperdition d'efficacité avec ce changement. Ce qu'on appelait les RG, est-ce qu'il y avait... alors la DGSE et les renseignements généraux, et même la DGSI, c'est pas du tout le même métier, c'est-à-dire c'est vraiment des métiers différents. Mais pour ce que je connais un peu, c'est-à-dire la DGSE, je crois que la très très grande nouveauté depuis maintenant une douzaine d'années, c'est que les services ne se sont pas mis, jusqu'à preuve du contraire, ce qu'on appelle les services spéciaux, c'est-à-dire la DGSE, ne se sont pas mis au service d'intérêts inavouables et de petites magouilles, de coups pourris, de coups tordus, voilà. Oui, c'est ça. Et c'est lié sans doute au fait, c'est mon analyse personnelle, que les présidents qui ont succédé à Jacques Chirac, les 3 présidents qu'on a connus depuis, sont complètement décomplexés vis-à-vis de l'action secrète. C'est-à-dire, on ne les a pas pris la main dans le sac menant des coups tordus, et il n'y a pas eu de scandale comme il y a eu quand même de manière répétitive avec l'affaire Greenpeace, avec les comptes japonais de Jacques Chirac, avec d'autres affaires comme ça qui ont complètement pas déshonorés, mais qui ont provoqué des problèmes majeurs dans la relation des services spéciaux et du gouvernement, du pouvoir, et avec de leur place dans la vie publique française, puisque ce sont des gens
conduisent des opérations secrètes et qui mènent des opérations illégales, mais qui le font dans le cadre de la République sans que personne conteste cette réalité. Vous expliquez dans le livre en quoi le Bureau des légendes, la série, a été pour ces agents secrets, pour tous ceux qui travaillent dans ces services. Bon, d'abord, ils ont été plutôt contents de cette série, mais ça a aidé leurs familles et leurs proches à comprendre, enfin leurs proches, surtout leur famille, à comprendre ce qu'était leur métier. Vous expliquez assez bien, même très bien dans le livre, ce qu'est un espion aujourd'hui. Alors c'est plus les espions venus du froid auxquels on peut penser. C'est un métier très particulier et c'est vrai que la fiction a mis une lumière assez réaliste sur ce qu'est un espion aujourd'hui. Oui, je crois que la grande vertu du réalisateur du Bureau des légendes et du concepteur, qui est Éric Rochant, c'est d'avoir fait sortir les services spéciaux français de la gaudriole et de la galéjade et du ridicule entre le grand blond avec une chaussure noire et OSS 117 version récente avec Jean Dujardin. On est toujours chez les guignols, quoi. Ouais. Et là, pas du tout. C'est-à-dire, l'univers est évidemment fictionnel, c'est évidemment une vision artistique d'un cinéaste doué, mais c'est aussi dans un univers beaucoup plus réaliste, en tout cas beaucoup plus plausible. C'est-à-dire que effectivement, moi j'ai rencontré des personnels de la DGSE actifs qui disaient combien ils étaient contents de voir que malgré le côté romanesque ou BD de cette série, leur famille comprenait enfin un peu, commençait à aborder un sujet qu'ils ne pouvaient pas comprendre avant, parce que les personnels de la DGSE n'ont simplement pas le droit de parler de ce qu'ils font chez eux. Absolument. Comment aujourd'hui les services... Alors moi j'étais très étonnée de voir dans votre livre qu'il y avait énormément de recrutement. D'abord il y a eu, suite à la série, beaucoup de candidatures, beaucoup de recrutements. Vous expliquez quelles sont les qualités requises pour être aujourd'hui espion. Mais la conclusion de votre livre, c'est l'avenir de la DGSE quand elle lui semble tout tracé, grossir. C'est-à-dire qu'il va falloir de plus en plus de monde, de plus en plus d'agents, même si on voit qu'il y a, et je reviens, il y a tout un chapitre qui est consacré à tout ce qui est cyberterrorisme et à ça, comment on va gérer tout ça justement à l'avenir? D'après ce que je comprends, ce que je constate, c'est que les personnels dont la DGSE a besoin de plusieurs types de personnel. Elle a besoin de fonctionnaires et elle a besoin de gens qui viennent y passer un temps dans leur carrière professionnelle, souvent au début de leur carrière professionnelle. Oui. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les personnels qui sont aujourd'hui tout à fait nécessaires pour la DGSE dans l'univers dans lequel la France évolue dans le monde, il y a absolument besoin de compétences techniques, de cyber, d'intercepter, de gens capables de casser les codes, d'intercepter, voilà, enfin de mener de la bagarre, enfin des hackers qu'on appelle les hackers blancs, c'est-à-dire ceux que vous avez d'un côté les hackers rouges et de l'autre côté les hackers blancs. Bon voilà, c'est des hackers qui travaillent pour l'État, pour la République. Voilà. Bon, ces gens-là ont en fait des compétences mathématiques et informatiques de très très haut niveau. C'est-à-dire ce sont les meilleurs, les tout meilleurs qui sortent des universités et des grandes écoles françaises. Mmh. Et ces gens-là, ils sont recrutés, ils sont recherchés pas seulement par la DGSE, mais aussi par Airbus, par Orange, par toutes les sociétés qui font de la haute technologie numérique en France. Et donc, il y a une compétition, et dans cette compétition, la DGSE est totalement incapable de lutter au plan financier. Parce que les salaires de ces personnes dans le privé sont sans commune mesure avec ce que la DGSE peut offrir, même en cassant sa tirelire. Ouais. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces gens-là viennent passer quelques années à la DGSE, parce que ce que la DGSE peut leur offrir, c'est de faire des choses totalement interdites à vous et à moi, et d'agir pour l'État dans la clandestinité, de faire des opérations
qu'ils ne pourront jamais faire dans le privé, et qui ne pourront jamais engager de manière légale, et avec des moyens absolument démentiels, parce qu'il faut comprendre que les moyens techniques dont dispose aujourd'hui la direction technique de la DGSE sont du niveau le plus élevé qu'on puisse concevoir au monde, parmi les plus élevés. Donc ça, ces outils-là, ces projets professionnels que la DGSE peut offrir pendant 5 ans, 10 ans à des cadres de très très haut niveau, ça les attire. Et donc, elle a des problèmes de recrutement, elle ne trouve pas tout ce dont elle a besoin, mais elle se bat pour que les meilleurs viennent passer au moins un moment chez elle. Merci beaucoup Jean Guinel. Il y a énormément de choses dans votre livre, et à l'aune donc de ce procès qui commence, vous pourrez comprendre un peu mieux la manière dont fonctionnent ces services secrets, Histoire secrète de la DGSE. C'est paru chez Robert Laffont. Merci infiniment Jean Guinel de ces explications. Merci à vous. Nous on se retrouve dans un tout petit instant.